Bienvenue à tous sur Tandem TV. Alors, historiquement dominé par le Parti travailliste, le MAPAI, qui a joué un rôle central dans la fondation de l'État d'Israël et la mise en place de la démocratie et de l'État-providence, la gauche israélienne a vu son influence décliner de manière significative. Lors des dernières élections, le Parti travailliste n'a obtenu que 3,69% des suffrages, soit 4 sièges sur 120 à la Knesset. On peut donc poser légitimement la question, en tout cas je vous la pose, la gauche israélienne est-elle en train de disparaître ou est-elle morte? Alors pour en débattre ce soir, à gauche, David Benishai, activiste politique qui soutient le nouveau parti de gauche de Yair Golan, les démocrates, et face à lui, Albert Lévy, soutien de la droite. Alors voici, mes chers amis, ma première question. Le premier qui voudra répondre, non pas lève la main, mais me le dit. Comment expliquez-vous cette descente aux enfers du Parti travailliste durant les dernières décennies? Qui veut commencer? Je peux commencer si tu veux. David. Déjà, d'une part, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsqu'un parti est tellement présent et qui constitue l'establishment dans la création d'un pays, à un moment donné ou à un autre, soit de droite, qui soit de gauche, il y a, on va dire, l'érosion du pouvoir qui entraîne soit de la corruption, soit de je te pousse, tu me pousses. Donc, d'une certaine manière, ce qui est arrivé à la gauche israélienne après jusqu'à Begin, en fait, c'est qu'à un moment ou à un autre, on finit par se coopter et on finit par oublier, c'est ce qui s'est passé d'une certaine manière, les couches populaires, et ça a été de façon démagogique selon moi, mais ça a été le trend de Begin d'aller chercher les couches de la population qui avaient été, on va dire, relativement oubliées par le Parti travailliste avec le temps, parce qu'au départ, ils étaient très présents dans le Yishuv, dans l'établissement, mais petit à petit, comme dans toutes les gauches du monde, il y a une forme de caviardisation, si je peux dire, de façon un petit peu. Enfin, Ces la gauche gauches-là caviar, finissent par devenir bourgeoises, oui. empâtées, et que la dimension populaire, la dimension de défendre les droits, de l'égalité, de l'égalité des chances, etc., petit à petit, ces gauches-là sont mises à mal sur ces questions, et c'est pas seulement en Israël, c'est un peu partout. Albert Lévy, si je vous pose la question, et c'est ce que je vais faire, comment expliquez-vous cette descente aux enfers du Parti travailliste durant les dernières décennies? Alors, je partage l'opinion de David Benishai en ce qui concerne l'analyse pour le fait que Begin a remporté les élections en 77, en ce sens qu'effectivement les masses populaires ont été brimées et méprisées, notamment culturellement, et donc il y a eu une remontée en force de ces couches populaires qui ont amené au pouvoir Begin. Mais je ne pense pas qu'on puisse dater le déclin de la gauche de ce moment-là. Le déclin de la gauche s'est vraiment accéléré après le retour au pouvoir de la gauche avec Yitzhak Rabin et avec Ehud Barak, en particulier parce que l'accord d'Oslo a été un échec absolument total et surtout sanglant. Ceux qui étaient en Israël entre 2000 et 2004 et qui ont vécu la deuxième intifada savent bien, ont vécu cette période absolument horrible pendant laquelle on avait des autobus qui explosaient, des restaurants qui explosaient toutes les semaines. C'était une horreur absolue. Il y avait entre 50 et 80 morts tous les mois. Il y a eu au total quelque chose comme 1500, 1700 morts et des dizaines et des milliers de blessés, dont beaucoup d'entre eux sont dans des chaises roulantes à vie ou sont traumatisés à vie, psychologiquement ou physiquement, Et donc, la gauche s'est entêtée à vouloir défendre l'accord d'Oslo, malgré ces horreurs. Et cette erreur tragique de la gauche a fait que ça lui a fait perdre sa crédibilité. Et donc, la baisse de la popularité de la gauche aux élections est plus récente, je dirais. Elle date plutôt des accords d'Oslo et surtout, du début des années 2000, quand on a vu en réalité que Yasser Arafat nous avait escroqué, nous avait roulé dans la farine et ne s'était pas du tout comporté comme un partenaire franc avec une volonté sincère de paix. Et donc c'est ça, je pense, qui a nui terriblement à la gauche, qui s'est entêtée à vouloir promouvoir une solution dite à deux États, etc., On etc. en reparlera. Alors Et oui, donc, il y a quand même un angle mort, Albert. je mettrais plutôt là. Je mettrais plutôt Alors, ça. euh, Et pour tout, tous en tout ensemble, cas, c'est mon analyse.
Oui, alors on Non, revient mais avec Albert, une... il y a un angle mort là. Albert, il y a un angle mort j'entends ce qui est dit, mais l'angle mort qui est pas n'importe lequel. C'est qu'on a le Premier ministre iconique de la gauche israélienne de ces années-là qui est assassiné. Il faut bien voir la blessure à la fois historique et symbolique dans la cassure de la gauche dès lors où un extrémiste des territoires occupés assassine Rabin dans un contexte presque de fatwa, entre guillemets, de l'extrême droite qui se déploie en Judée-Samarie. Donc ça, c'est un élément, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas dire qu'il y a le déclin. Là, il y a un élément, il y a une blessure profonde, symbolique, qui, en plus de ça, c'est pas n'importe lequel, c'est pas la colombe. Rabin, vraiment la tradition de la gauche faucon, c'est-à-dire la gauche dure qui se bat d'un côté et qui fait la paix de l'autre. Ça, c'est un élément qui est un élément fondateur d'une certaine manière de la dérive et du déclin de la gauche de ce moment-là. Donc ça, on ne peut pas passer à côté de cette chose-là. Et ce n'est pas juste Oslo qui aurait été un raté. Il faut bien voir dans l'événement, les événements qui se sont suivis, c'est qu'effectivement, il y a déjà un contexte dans lequel Rabin négocie effectivement d'attentats. On ne peut pas nier le fait qu'il y a à ce moment des attentats, mais on ne peut pas nier le fait que l'assassinat de Rabin entraîne, un petit peu comme des dominos, des réactions qui vous fait dire aujourd'hui que Arafat nous a roulé dans la farine, même si je suis d'accord qu'Arafat avait un double discours. Il n'empêche qu'on ne peut pas refaire l'histoire. Rabin n'ayant pas été assassiné, il est possible que les accords de Sceaux seraient passés peut-être plus doucement et qu'on serait arrivé à un autre endroit que là où on est aujourd'hui. Ok, là je diverge un peu de votre analyse. Tout d'abord, une petite correction. L'assassin de Rabin ne venait pas de Judée-Samarie, il est d'Herzliya. Il venait d'Herzliya, qui est la ville, on peut dire, la plus éloignée de la Judée-Samarie. C'est un habitant d'Herzliya, du quartier de Neve Amal à Herzliya. Mais bon, peu importe, cette correction, elle n'est pas très, très importante. Je pense, contrairement en fait, que normalement, l'assassinat de Rabin et qui a bouleversé la quasi-totalité de la population israélienne, aurait dû, et c'est ce que tout le monde pensait d'ailleurs, au contraire, propulser Shimon Peres et le faire élire dans un fauteuil aux élections qui ont suivi, donc aux élections de 96. Mais en fait, comme les attentats ont continué de plus en plus, et qu'il faut dire que Shimon Peres a plutôt fait une mauvaise campagne ou que Benjamin Netanyahu a fait une excellente campagne, le slogan, je me rappelle, c'était Shalom Batouar, et fait que, contre toute attente, in extremis, Bibi Netanyahu a remporté ces élections et donc ce n'est pas Shimon Peres contre toute attente qui a remplacé Rabin, mais c'est Benjamin Netanyahu. Donc on ne peut pas du tout parler de déclin de la gauche à partir de ce moment-là. C'est plutôt l'intensification des attentats par la suite et les différentes déclarations de Arafat, etc., qui ont prouvé qu'il était d'une mauvaise foi totale, qui ont amené le public israélien, dans sa grande majorité, à comprendre qu'en fait, on avait vraiment fait fausse route. Et donc, le déclin de la gauche s'est accéléré à ce moment-là et il a continué jusqu'aux dernières élections où là, carrément, Meretz a carrément disparu de la carte politique. Et Mifleget Avoda, donc le parti de Ben Gurion, vous vous rendez compte, le parti de Ben Gurion n'a remporté que 4 sièges, quand Ben Gurion a dû Alors, on va justement, se retourner dans sa tombe. Et donc là, oui, on peut parler de déclin de la gauche. à moins que vous vouliez redire quelque chose, David, parce que je vais passer à la question, justement, à la question Oui, non, de la non, gauche. Oui, David. je disais juste que si effectivement on regarde, on essaye de mettre en regard le déclin en fonction du nombre de mandats, alors on peut se rappeler, et on se rappellera ensemble, que Netanyahou a fait 12 mandats lorsque Ehud Barak a emporté les élections. Donc, c'est pas nécessairement. Je crois que la question qui se pose fondamentalement et qui est incarnée par la question du déclin de la gauche ou pas, c'est la question du rêve, de la possibilité d'envisager une solution pacifique, je ne dis même pas une solution à deux États, mais une solution pacifique dans cette région. Là, il y a un enjeu fondamental, on y reviendra bien sûr, mais je crois que c'est cette idée-là qui est encore plus, on va dire, entamée depuis le 7 octobre, cette idée de
comment on sort de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, on va revenir à ces années qui sont plus proches de nous. Simplement, un petit détail technique, David. Ne n'utilisez pas trop votre main gauche ou droite, je crois que c'est la droite plutôt, parce qu'elle vient vous cacher le visage. Ceci étant dit, ça c'était technique, hein. Voilà. Aujourd'hui, donc je fais un saut jusqu'à aujourd'hui. À quel défi majeur la gauche israélienne est-elle confrontée? Et je rajoute, pour vous guider un peu, doit-elle être social-démocrate ou internationaliste, laïque et wokiste? Qu'est-ce qui la différencie de la gauche européenne? Je te vois penser. Non, oui, non, j'entends la question, mais c'est vrai que, alors je rappelle quand Les même que, défis majeurs, hein, les défis majeurs de la gauche. oui, je crois que le défi majeur, premièrement, peut-être en préambule, il y a dans la situation actuelle une polarisation extrême. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans les camps, entre guillemets, idéologiquement, que représente la droite, qui a été plus ou moins avalée par l'extrême droite, et je vais y revenir, et la gauche, qui aujourd'hui reprend un peu du poil de la bête, effectivement, avec des partis du centre qui sont plutôt centre-gauche ou centre. Il y en a peu, enfin, Gantz, c'est un petit peu compliqué à le positionner. Mais il y a une polarisation. Cette polarisation, elle est enclenchée par le 7 octobre, par la guerre dans laquelle on est, c'est-à-dire soit on va vers une solution de l'extrême droite, c'est-à-dire une solution bénéficiant de l'arrivée de Trump pour occuper et annexer tout ou partie des territoires, évidemment même Gaza, ou est-ce que dans cette situation-là, sachant qu'on a quand même évolué dans les accords d'Abraham, la gauche se positionne comme étant le fer de lance d'une solution régionale avec les pays alentours et que finalement, elle propulse l'idée d'une pacification de la région avec un parti pris plus important de la Jordanie, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite. Et donc la gauche, elle a aujourd'hui à défendre, d'une certaine manière, une réorganisation de la région. De mon point de vue, la droite, elle, est en train de défendre de force une position de... Mais je te rejoins pas sur l'idée wokiste, etc. C'est vrai qu'il y a une dérive de Michaeli, et je pense qu'elle a fait beaucoup de tort au Parti travailliste en essayant d'amener une espèce de truc trendy comme ça. Bon, moi, personnellement, ça m'a pas touché, donc je l'ai toujours dit, j'ai toujours eu un problème avec cette dérive-là, mais je crois que la gauche aujourd'hui, elle est incarnée d'une certaine manière par le discours de Yair Golan, c'est de dire on a besoin de trouver un arrangement global régional, et c'est ça, c'est ce vers quoi il faut aller. Mais foncièrement, qu'est-ce qui vous différencie, je dis vous, la gauche israélienne, de la gauche européenne qui tend vers un antisionisme, il faut dire la vérité? Ah bah, de toute façon, on va pas se raconter d'histoire. Il y a aujourd'hui, si on prend le cas de la France, je suis Prenons pas le cas assez de la France. clair sur l'Italie, Prenons le etc. cas de la Si France. on parle le cas de la France, la gauche est en décrépitude absolue, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement le Parti socialiste ou la social-démocratie, elle s'est fait totalement damer le pion par l'extrême gauche, et on le voit aujourd'hui, et on va dire la gauche traditionnelle française, social-démocrate, même républicaine, elle est orpheline, quoi. Elle a plus de camp. Aujourd'hui, le travail populiste qu'a mené Mélenchon et aujourd'hui avec un antisionisme, antisémitisme total, il a mis à mal effectivement la gauche traditionnelle social-démocrate française. Mais on n'est pas, nous, du tout dans ce même type de relation. Moi, je m'identifie ni à l'extrême gauche, ni malheureusement à une gauche un petit peu dans ses pantoufles, quoi, qui n'arrive pas vraiment à lever la tête, quoi. On va poser la question à Albert Lévy. Alors, sur cette gauche israélienne, vers quel défi majeur est-elle confrontée et qu'est-ce qu'elle doit être? Social-démocrate, internationaliste, laïque, wokiste? Et voilà, c'est à vous. Mon opinion, c'est que la gauche israélienne doit se définir dans les prochaines années et, à mon avis, au risque de décevoir mon interlocuteur David Ben Ishai, je ne vois pas du tout son parti qui s'appelle les démocrates, démocratim en hébreu, remplacer la gauche parce que ce parti-là, démocratim, en fait, il a ramassé les lambeaux épars de la désintégration de Meretz et de Avoda
pour créer ce nouveau parti, puisque ce parti est une fusion, en fait, de ce qui est resté de Meretz et de Avoda. Et donc, l'idéologie dominante, c'est celle qui dominait dans Mifegat Avoda, dans le Parti travailliste et dans Meretz. Or, cette gauche-là ne représente pas du tout les idéaux de la gauche tels qu'on les a connus, qui sont des beaux idéaux sur le papier. Hein. Par exemple, la gauche a toujours été pour la justice sociale. Or, cette gauche, si vous voulez, a toujours été un petit peu le résultat de la création d'une élite qui s'est créée pendant les 30 années où la gauche était au pouvoir, depuis la création du pays jusqu'en 77. La gauche mapaille, quoi. Voilà, donc si vous voulez, cette élite-là, aujourd'hui, la gauche en question a perdu les élections en 77, elle a regagné les élections pendant des périodes assez brèves, Ehud Barak et Yitzhak Rabin, mais tout le reste du temps, c'était la droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, les couches populaires sentent de plus en plus que la gauche ne les représente pas, puisque la gauche a gardé le contrôle, a perdu les élections, donc la gauche a perdu le pouvoir politique, mais elle a gardé le pouvoir dans les médias, largement, le pouvoir dans les universités, largement, le pouvoir économique en partie, en tout cas, et évidemment le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que Bagatz, la Cour suprême, la Cour de justice, comme on pourrait l'appeler, prend, et pour toutes sortes de raisons qui sont liées au système de nomination des juges, prend systématiquement des positions qui sont très à gauche et qui se sont recomposées aux différents gouvernements de droite successifs. Et la population, les couches populaires, sentent qu'en fait, cet appareil judiciaire, en fait, défend les privilégiés, défend cette élite. Et par conséquent, il y a un sentiment de défiance, on le voit dans tous les sondages, que la majorité des Israéliens n'ont plus confiance dans leur système judiciaire pour ces raisons. Donc, il y a une désaffection, si vous voulez, des couches populaires vis-à-vis de cette gauche-là. Il y a d'autres raisons que je veux bien expliciter si vous me donnez le temps, mais en tout cas, ça, c'en est déjà une qui est très claire. Une seconde, je vais revenir sur, c'est important. Je vais réagir là, parce qu'il y a quelque chose qui a été dit qui, à mon avis, est faux. Allez-y, David. Albert, premièrement, on est dans une configuration, et ce sera intéressant qu'on l'analyse, parce que la configuration dans laquelle on est aujourd'hui, elle était intéressante parce qu'elle crée des lignes de fracture qui ne sont pas nécessairement droite-gauche au sens traditionnel tel qu'on les a connus, mais plutôt est-ce qu'on est effectivement démocrate ou est-ce qu'on est plutôt autoritaire. Mais je reviens à un point, Albert, sur lequel on ne peut pas dire ça. Vous regardez les sondages qui sont menés depuis des années. Aujourd'hui, si vous regardez le niveau de confiance de la population, lorsque vous prenez des échantillons représentatifs et que vous posez la question aux Israéliens, dans quelle institution avez-vous le plus confiance? Vous avez l'armée, la présidence et la Cour de justice. Arrive ensuite, je suis désolé, je vous invite à reprendre. Je diverge complètement. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Complètement. Ah non, en l'occurrence, non, parce que c'est pas une question. Sur l'armée et sur le président, on peut dire ça, mais pas sur le système judiciaire. Albert, c'est pas une question là d'opinion, c'est une question de fait. Aujourd'hui, les Israéliens n'ont ni confiance. Le niveau de confiance dans le gouvernement est catastrophique et le niveau de confiance dans la Knesset n'est pas beaucoup mieux. Aujourd'hui, ce qu'on observe depuis maintenant plus d'une décennie, c'est une perte de confiance dans ceux qui nous dirigent. Et pas juste le gouvernement, la Knesset. Mais aujourd'hui, les Israéliens donnent encore confiance, malgré le 7 octobre, à l'armée. C'était encore récemment un sondage. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, moi, j'ai un peu de mal avec le discours du Deep State. Parce qu'en fait, en filigrane… Avec quoi vous avez du mal? Je n'ai pas entendu. Du Deep State, c'est-à-dire l'espèce de l'État dans l'État qui serait constitué des élites qui sont un peu une espèce de franc-maçonnerie de Herzliya, Tel Aviv, etc. Je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. On a, et d'ailleurs c'était une étude de Ben Chaim il n'y a pas longtemps de l'université de Bar-Ilan, on a aujourd'hui, contrairement aux théoriciens de la première Israël et la seconde Israël, on a un niveau de mélange et on a, grâce notamment à l'armée, grâce à l'université, des populations diverses qui ont évolué et qui remplissent différentes fonctions. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que ces couches populaires ont été laissées complètement à la ramasse et qu'on a aujourd'hui une espèce de mainmise absolue d'un seul et unique establishment
sur la presse ou sur la justice, etc. Ça, là-dessus, j'ai du mal à vous suivre là-dessus. En l'occurrence, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, ça c'est mon analyse, et je pense que c'est à cet endroit où les débats sont les plus virulents. D'ailleurs, en tant qu'homme de droite, vous devriez aussi vous poser la question, parce que je pense qu'elle se pose plus à vous en tant qu'homme de droite qu'à moi en tant qu'homme de gauche, c'est dans quelle mesure on veut préserver le régime juif et démocratique en Israël, ou dans quelle mesure on est prêt à faire basculer le pays dans un régime autoritaire qui placerait absolument toutes les instances sous la houle Chers du amis, pouvoir exécutif. Une seule seconde, quand je lève le doigt, je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire que je voudrais poser ma question. Mais c'est vrai, on est rentré dans le vif du sujet parce qu'en fait, ma prochaine question, c'est simple. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Quels sont les thèmes irréconciliables entre la gauche et la droite en Israël? On a commencé à en parler. Alors, je vais prendre d'abord à mon tour, si vous permettez. Ben, je vous en prie. Tout d'abord, je suis d'accord avec David que la majorité d'Israéliens ont confiance dans leur armée et une grande partie d'entre eux ont confiance dans leur président. Pas tous, c'est déjà moins que l'armée, mais en tout cas pour l'armée, il n'y a pas de discussion, pas dans les officiers supérieurs, puisque beaucoup de gens perçoivent que les officiers supérieurs, l'élite de l'armée, est responsable très largement, entre autres, pas que eux, mais sont responsables de la catastrophe du 7 octobre. Ça, c'est tout à fait clair. Mais les soldats, en général, les soldats de base et les officiers, mais pas les officiers supérieurs pour beaucoup d'entre eux, le peuple a confiance, mais certainement pas des officiers supérieurs, des anciens chefs d'état-major comme Bouguy Yalon qui a déclaré récemment que l'armée faisait une purification ethnique à Gaza ou même des déclarations d'ailleurs. Il n'a pas parlé de l'armée. Hein, il n'a pas dit l'armée. Une déclaration de Yair Golan également, hein, puisque Yair Golan, le chef de votre parti, a déclaré en 2016 à l'occasion du jour de la Shoah, il avait déclaré que la reconnaissance ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ça le révoltait et qu'il y avait des choses qui lui rappelaient aujourd'hui en Israël ce qui s'était passé en Allemagne. C'est absolument dramatique de faire un rapprochement entre le régime nazi et Israël. Et ça, il l'a dit en 2016. Oui, mais Albert, non. Laissez-moi juste finir. Non, c'est pas. Non, il n'a pas dit ça. Je peux vous le répéter en hébreu, ce qu'il a dit. Je peux vous répéter en hébreu. Si vous non, mais on est dans une émission francophone. Je répète en hébreu. Il l'a dit en 2016, le jour de la Shoah. Je peux vous le répéter en hébreu si vous voulez, le texte sous les yeux. Le chef d'état-major, mais il n'a pas parlé, il n'a pas comparé Israël à l'Allemagne nazie. Il a comparé ce qu'il a dit dans son discours. Il a dit que les éléments d'atteinte de la démocratie lui faisaient penser ce qui se passait dans les années 30. Les années 30, pas en 39 et en 45, les années 30, c'est-à-dire la façon. Il a dit très exactement ce qui s'est passé. Il a dit exactement ce qui s'est passé en Europe en général et en Allemagne en particulier. Elle est à 70, 80 et 90 ans. Et la découverte de signes de ce processus parmi nous aujourd'hui. C'est exactement ça, sa déclaration. Et si vous souhaitez que je vous la lise en hébreu, je peux la lire en hébreu. Non, parce que nos téléspectateurs ne comprennent pas tous l'hébreu. Ok, maintenant, ce que je voudrais dire, puisqu'on parle des déclarations de Yair Golan. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence. Ces thèmes irréconciliables. Ce n'est pas trop les attaques à dominem, c'est les thèmes irréconciliables entre la gauche et la droite. Puisque ça fait partie du sujet, parce que Yair Golan est quand même le chef du parti. Oui, allez-y. Auquel appartient David Ben Ishai. Donc moi, si vous voulez, je pense que c'est très important qu'on sache quelles sont les idées de ce monsieur. Allez-y. Ce monsieur a déclaré beaucoup plus récemment, en juillet 2004 et encore en novembre 2024, donc tout récemment, que en fait, les officiers de Tsahal devaient bien réfléchir à qui ils devaient obéir et pas nécessairement obéir au gouvernement. Et ça, c'est absolument dramatique, parce que qu'est-ce qui distingue une démocratie d'une dictature, en particulier les dictatures qu'on peut observer en Afrique noire ou en Amérique latine, c'est que dans ces pays-là, c'est l'armée qui prend le pouvoir et le gouvernement est à la botte de l'armée si ce ne sont pas eux-mêmes les généraux qui dirigent le pays. D'accord ? Dans une démocratie, l'armée doit obéir à l'échelon politique. Et Yair Golan, dans ces deux déclarations qui sont récentes, on a de 2024, juillet et novembre, appelle les officiers de Tsahal à reconsidérer leur obéissance au gouvernement. Et ça, c'est dramatique. Ça montre qu'en réalité, c'est encore une chose qui montre que la gauche d'aujourd'hui, en tout cas celle qui est représentée par le parti des démocrates, non seulement s'est coupée des couches populaires, mais en plus
adopte une attitude qui est une attitude de dictature qu'on retrouve dans les pays les plus dictatoriaux, les plus sanglants qu'on puisse imaginer. Albert, on a le droit, je suis désolé, mais là, on a le droit à tous les poncifs aujourd'hui. Oui, parce que si on prenait maintenant, Albert, si on prend maintenant les déclarations depuis avant le 7 octobre sur l'armée de nos députés, de nos ministres, les propos, les insultes qui ont été tenues, Yair Golan, c'est un petit joueur, c'est un enfant de cœur à côté. Je suis désolé aujourd'hui. Et en plus, ça, c'est un chef de parti. Donc, il est plus légitimement dans une position radicale. Si je vous cite aujourd'hui, nous n'aurions pas le temps d'une émission de 3 heures pour vous citer à chaque fois qu'un membre du gouvernement, un membre de la Knesset, de la droite et de l'extrême droite, a tenu des propos sur l'armée qui sont inacceptables, sur l'armée, sur le chef d'état-major. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas sortir de son contexte un propos d'Yair Golan et en faire l'exemplarité. Premièrement, je vais vous dire une chose. Vous savez quoi? Il n'y aura pas de dictature de l'armée en Israël pour une simple et bonne raison. J'aimerais bien l'entendre de la bouche de Yair Golan. J'aimerais bien l'entendre de la bouche de Yair Golan de la façon la plus claire possible. Parce que pour l'instant, il a dit clairement le contraire et je n'ai pas sorti les choses de leur contexte. Ne parlez pas ensemble. Il n'y a pas d'appel de Yair Golan ni d'aucun ancien chef du Shabak ou du Mossad ou même chef d'état-major à une quelconque rébellion, à une quelconque prise en main de l'armée. Parce que ce n'est pas possible pour une simple et bonne raison. On n'est pas au Portugal pendant la révolution des œillets, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation avec une armée professionnelle qui est un tant soit peu détachée. On est dans une armée populaire et d'ailleurs d'une certaine manière, on est dans une armée populaire et vous ne pouvez pas transformer ce pays en une dictature militaire pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on se tuerait les uns les autres. Donc, on ne sait pas la direction. Oui, par contre, ne pas vouloir reconnaître, Albert, que nous prenons une dérive avec ce gouvernement, l'extrême droite qui est l'allié de Netanyahou, que nous partons dans une dérive autoritaire et que le changement de régime est en marche et que nous luttons contre son changement de régime, et vous devrez être avec moi là-dessus. Parce que vous êtes d'origine, parce que vous êtes de culture politique française et que vous êtes attaché par la force des choses à la démocratie. Et aujourd'hui, il y a une atteinte fondamentale à la démocratie. Et justement, je pense que justement, la démocratie, ça n'est pas d'encourager les officiers à ne pas obéir au gouvernement. D'autre part, ce sont essentiellement des militants de gauche et d'extrême gauche qui ont appelé à la désertion avant le 7 octobre et qui ont appelé les réservistes à ne pas prendre leur poste. Ils ont appelé les pilotes à ne pas le faire. Ils ont appelé les officiers de Shmone Mataim, cette unité de renseignement qui est vitale pour Israël, l'unité 8200. Je n'ai pas entendu dans les rangs de la droite des appels à la désertion qu'on a entendu à la gauche. Les mots sont Donc ça, importants. c'est totalement inacceptable. C'est choquant. Bien nommer les choses, Camus dit bien nommer les choses apporte du malheur au monde. Albert, non, vous ne pouvez pas. C'est pas la vérité? Non, c'est faux. Oh bah alors là. Non, c'est faux, c'est faux. Il n'y a jamais eu d'appel à la désertion. Je suis désolé. Ce qui a été dit par les pilotes, ce qui a été dit par Achim Laneshek, les frères d'armes, c'était après que les réserves ne soient plus obligatoires, de ne pas s'engager bénévolement. Donc ça n'a rien à voir avec la désertion. C'est je fais mes réserves jusqu'à 40 ans, 45 ans. Et l'appel qui a été fait, je suis désolé, l'appel qui a été fait, c'était de ne pas s'engager bénévolement après l'obligation de faire des réserves. Je suis désolé, c'est ça, c'est pas de la désertion. La désertion, ça veut dire vous appelez la structure fondamentale, c'est-à-dire des jeunes qui sont enrôlés, et Keva, c'est-à-dire des officiers, à déserter, ça n'a jamais été le cas. Et puis, entre nous, soit dit, ces mêmes gens que vous attaquez aujourd'hui, heureusement qu'on les a eus avec nous, heureusement qu'on a eu les pilotes sur lesquels vous voulez taper maintenant, parce que si on n'avait pas eu les pilotes, il n'y aurait pas eu le 10e des opérations. Ah, mais il est évident que quand le 7 octobre est arrivé, ce que vous appelez Achim Laneshek, les frères d'armes, que moi j'appelle Achim Lanezek, c'est-à-dire les frères des dégâts plutôt, ils ont très rapidement, ils se sont vite repliés et on dit oui, non, il faut arrêter, il faut que tout le monde aille à son poste, etc. Ils ont eu honte de leur décision, d'encourager les Milouim, les réservistes, de ne pas prendre leur poste. Très rapidement, le 7 octobre, le 8 octobre, ils se sont précipités pour dire non, il faut vite, on annule en fait nos appels à la désertion. Justement, les amis. À nouveau, Albert, on est là dans les bons signes. C'est une honte et ça montre encore à quel point la gauche que vous représentez. Chers amis,
je voudrais en placer une, c'est pas facile. Justement, le, le pogrom du 7 octobre a-t-il exacerbé les divisions au sein de la gauche israélienne? Est-elle plus divisée et marginalisée que jamais à cause du 7 octobre? Ça, je la pose à vous deux, mais d'abord à David. Non, d'une certaine manière, ce que ça a fait à la gauche israélienne, mais on l'a bien vu, la composante Meretz, c'était une composante qui était, on va dire, très marginale. Ce que ça a fait à la gauche israélienne, c'est que ça a ramené la gauche à une position de faucon, c'est-à-dire il n'y a pas aujourd'hui, globalement, dans les gens de gauche, de centre-gauche israélienne qui ont été mobilisés, qui se sont mobilisés, il n'y a pas eu d'appel pendant l'action à déserter ou à ne pas aller à l'armée. Donc la gauche israélienne, autour de Yair Golan, et ce n'est pas anodin que ce soit l'ancien chef d'état-major adjoint qui soit le chef de file de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle s'est fauconisée, si on peut dire les choses. C'est-à-dire que la dimension faucon de la gauche, c'est-à-dire on ne va pas se laisser avoir et s'il faut cogner, on cogne, elle est extrêmement présente. Et d'une certaine manière, ça fait partie, de toute façon, ça a toujours été dans l'ADN du Parti travailliste, un peu moins de Meretz, mais du Parti travailliste. La seconde chose que je veux dire concernant les frères d'armes, c'est que les frères d'armes ne se sont pas posé la question le 7, ni le 8, ni le 9, de qui avait tort et de qui avait raison. Les frères d'armes, le jour même, là où le gouvernement est se caché sous son bureau, là où on n'entendait personne, vous avez des hommes et des femmes qui sont descendus dans le sud, qui ont sauvé des gens. Ce qu'ont fait les frères d'armes à ce moment-là, c'est qu'ils sont constitués un filet de sécurité pour un nombre absolument incroyable de personnes qui ont été sauvées, de la Nova notamment, mais pas que. Et donc les frères d'armes à ce moment-là, et ce qu'ils ont continué à faire ensuite pour l'agriculture, ce qu'ils font ensuite pour les rénovations à Niroz ou à Be'eri, là où Netanyahou n'est jamais allé, d'accord, c'est de rénover les maisons. Donc les frères d'armes aujourd'hui sont des citoyens engagés qui sont dans une solidarité absolue et on peut leur faire toutes sortes de reproches, mais le fait d'être impliqué auprès des autres citoyens pour les sauver, pour les aider, pour les soutenir, elle est incommensurable. Vous n'avez aucune autre structure associative en Israël qui a cette puissance-là. Donc là-dessus, je ne suis pas d'accord. Concernant les appels, il y a toujours eu le même appel et je le fais encore. Aujourd'hui, c'est bien simple. Nous sommes à nouveau dans une confrontation avec un gouvernement qui veut faire basculer la démocratie dans un régime autoritaire et on va s'y opposer. Et vous verrez que s'y opposeront encore s'il le faut, les gens, les couches, l'élite que vous appelez, mais aussi bien des Milouimnikim, des réservistes, etc. Ils reviendront à nouveau pour battre le pavé, pour dire no way, on ne laissera pas le pouvoir judiciaire entre les mains du pouvoir exécutif et on ne laissera pas le programme de Kohelet se déployer et faire de l'État d'Israël un État autoritaire, dictatorial, tout ce que vous voulez, ça n'arrivera pas. Permettez que je réponde Monsieur à mon tour à la Lévy, question que vous Monsieur avez posée. Lévy, une petite seconde. William, vous avez posé une question, laissez-moi y répondre à mon tour. Je vous en prie. Je vous en Juste prie. avant d'y répondre, je voudrais avoir une clarification en posant la question à David. J'ai jeté un coup d'œil sur le site internet de votre parti dans la perspective de cette discussion et j'ai aussi jeté un coup d'œil sur la page Wikipédia et c'est pas clair pour moi parce que sur la page Wikipédia, c'est indiqué que votre parti est pour une solution à deux États et sur la page web de votre parti, c'est pas clairement indiqué. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser, pas pour moi, hein, pour les téléspectateurs. Albert, bravo. Bravo, super. Mais moi, je vais répondre à Albert. C'est ma question. Est-ce que vous êtes pour ou contre une solution à deux États? Et après, je vous dirai ce que je pense. Albert, j'ai justement ma question. Non, mais bravo, Albert. Vous m'avez tendu une perche. Est-ce que finalement, la création d'un État palestinien à côté, évidemment, de l'État d'Israël, n'est-il pas la pierre angulaire de friction entre la gauche et la droite et surtout un frein pour la gauche à son influence sur la population israélienne? Alors, premièrement, il y a une petite parenthèse que je veux faire à Albert, c'est que sachez qu'il y a aujourd'hui un corpus d'entre 5 et 7 000 bénévoles en France, juifs, qui travaillent sur Wikipédia pour changer un certain nombre de définitions. Donc aujourd'hui, prendre la définition de Wikipédia comme étant la définition de la politique des démocrates, non. Non, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je vous pose la question. Wikipédia est très problématique à plein d'égards et c'est pour ça que je vous pose la question. Non. Le plus clairement du monde. La seconde chose, et c'est la position, aujourd'hui c'est aussi la position que je partage. Vous avez une équation aujourd'hui dont on a vu qu'elle ne se résout pas
avec le statu quo qu'a imposé Netanyahou pendant 18 ans. Un statu quo qui voulait une espèce d'équilibre, affaiblir l'autorité palestinienne, renforcer le Hamas. On a vu à ce nous a mené. À un moment donné, il faut décider. Il faudra décider. Soit effectivement, on décide d'annexer. C'est la position de l'extrême droite et c'est là où le gouvernement se positionne à Gaza si on suit la façon dont est géré le conflit à Gaza. C'est-à-dire, nous assumons le fait que nous allons occuper 5 millions de Palestiniens, entre 2 millions de Palestiniens et 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie. Nous assumons le fait que, nous allons occuper 5 millions de Palestiniens en plus, et de surcroît, si on veut garder le caractère juif de l'État, il faudra à ce moment-là, soit qu'on devienne un État d'apartheid, donc on quitte le cadre de la démocratie, soit effectivement, on va encore plus loin, peut-être que ça nous rappellera ce que vous disiez sur Golan de 2016, on sera obligé, et ça a été dit beaucoup par l'extrême droite ces derniers temps, par la droite même, on sera obligé à pousser les Palestiniens dehors le plus possible et de toutes les manières possibles à l'extérieur des frontières de Gaza ou de la Cisjordanie, et donc on sera dans une logique d'occuper des millions de Palestiniens. Dans la deuxième logique, et concernant la gauche, et concernant Yair Golan, aujourd'hui, et même moi, et même beaucoup d'entre nous, c'est de dire la situation dans laquelle on est arrivé est tellement remplie de haine et de rejet qu'on ne peut pas concevoir avoir une politique d'accalmie qui va durer une génération. De mon point de vue, nous ne pouvons pas, nous devons tout faire aujourd'hui, non pas pour dire on va créer un État palestinien, mais pour dire il faut maintenant qu'on mette en place l'infrastructure à la fois éducative, sociale, humaine, qui permettent d'apaiser les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Maintenant, je vais vous dire une chose. J'y crois pour une simple et bonne raison. Vous avez 20% de la population qui est arabe israélienne. D'une certaine manière, les Arabes israéliens sont des Palestiniens, qu'on le veuille ou pas. Mais c'est une population qui a réussi d'une certaine manière à s'intégrer, qui a réussi d'une certaine manière à s'identifier en tant que citoyen à l'État d'Israël. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut arriver à un moment donné, non, mais laissez-moi terminer, Albert. On peut arriver à un moment donné à faire en sorte. À la question. Vous parlez beaucoup, mais vous ne répondez pas à la question. Alors, je peux vous dire, si je réponds à la question, il faut pacifier la région et on devra, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte qu'il y ait un État juif à côté d'un État palestinien. Il n'y a pas de choix. Un État israélien. Voilà. Il n'y a pas le choix. On devra aller vers ça. Albert, j'en sais rien, mais David, une seconde. On n'a pas le choix. Albert, votre réponse donc, sur l'État palestinien et sur tout ce qui avait été dit. Le 7 octobre et surtout la réponse que vient de faire David, après beaucoup de circonvolutions oratoires, et de nous dire qu'à la fin de l'histoire, il est quand même pour un État palestinien à côté d'un État israélien. Je pense que ça, c'est vraiment la fin définitive de la gauche telle qu'elle est représentée aujourd'hui par le parti Les Démocrates, parce que la quasi-totalité de la population d'Israël a compris qu'on ne pouvait pas vivre avec des voisins pareils. Nous devons avoir, avant toute chose, c'est une question de sécurité de base. Israël doit avoir des frontières défendables. Et ces frontières défendables, ce n'est pas compliqué. Il faut qu'on ait à l'est un fleuve, le Jourdain, au nord un fleuve, le fleuve Litanie, au sud encore un fleuve, Gaza, ou bien une frontière sûre avec l'Égypte, okay, et le plateau du Golan avec la Syrie dans sa totalité, pas seulement une partie comme c'était le cas avant que les djihadistes sunnites prennent le contrôle de la Syrie. Là, ce sont des frontières défendables et ça nous met à l'abri de nouveau 7 octobre. Okay. Donc ça, c'est indiscutable. Mais là-dessus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Laissez-moi finir, je me suis efforcé de ne pas vous couper, bien que je l'ai fait, mais je m'en excuse. Israël, avant tout, avant de se poser la question État ou pas État, il faut que nous ayons des frontières défendables. Et ces frontières, ce sont celles que je viens d'exprimer. Il n'y a pas 36 solutions, ce n'est pas la peine d'avoir fait West Point ou Saint-Cyr pour le comprendre. Ce sont des frontières plus facilement défendables qui nous mettent à l'abri d'un nouveau 7 octobre qu'on doit absolument éviter pour toujours. Premier point. Deuxième point, une fois qu'on a ces frontières défendables, qu'est-ce qu'on fait de la population qui est à l'intérieur? Effectivement, il y a un certain nombre de Palestiniens, ou du moins qui s'appellent Palestiniens, puisqu'il n'y a pas d'identité nationale palestinienne. C'est une invention de toutes pièces. Ceux qui connaissent l'histoire le savent. Avant la création de l'État d'Israël, tout l'État d'Israël, la Judée-Samarie et la Jordanie faisaient partie de l'Empire ottoman. Appelez les Zoulous, si vous voulez. Ça a duré pendant un Albert, appelez les Zoulous, les Houthis, tout ce que vous voulez. Si vous prétendez le contraire, je vous mets au défi. Si vous prétendez le contraire, qu'il y a une identité nationale palestinienne, moi, je vous mets au défi de me citer le nom d'un roi palestinien dans le passé, d'une capitale d'un État palestinien, d'une monnaie palestinienne.
Tout cela n'existe pas du tout. Le sionisme est une entreprise de décolonisation et non pas de colonisation, comme beaucoup de gens de gauche veulent le laisser penser. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la population arabe musulmane? Eh bien, tout simplement, on va se comporter en juif selon la morale juive. C'est-à-dire qu'on va leur proposer à ceux qui le souhaitent, et uniquement sur une base volontaire, en les encourageant financièrement, à partir, et ce sera un traitement 1000 fois plus humanitaire que le traitement dont nous, juifs, nous avons souffert dans tous les pays arabes, puisqu'il y avait plus d'1 million de juifs dans tous les pays arabes et en Iran, qui ont été, dans le meilleur des cas, expulsés avec une valise et dans le pire des cas, assassinés. Comme ça a été le cas dans le Farhoud qui a eu lieu le 1er et le 2 juin 1941 à Bagdad, en Irak, où il s'est passé la même chose que le 7 octobre. Et ce n'est pas le seul exemple. Il y a eu beaucoup de pogroms qui se sont passés à l'initiative des Arabes musulmans dans la région, qui ont massacré des Juifs, violé On des est femmes, d'accord, on est d'accord. C'est pas nouveau. Et si évoluons dans le débat, parce que pour l'instant, on peut refaire l'histoire, et vous êtes érudit en histoire, il n'y a pas de souci. On ne peut pas vivre avec des voisins pareils qui ont été éduqués depuis leur plus tendre enfance. Et s'ils refusent, qu'est-ce qui se passe s'ils refusent? Qu'est-ce qu'on fait? Et par conséquent, ceux qui veulent vivre avec nous en paix pourront rester. Ils n'auront pas la nationalité israélienne parce qu'on ne donne pas les passeports et les cartes d'identité comme des tracts. Essayer d'avoir la nationalité suisse ou américaine, ça prend un temps fou. On vérifie 1000 choses, ça dure 5, 10, 15 ans. Donc, ceux qui veulent rester parmi nous, ils pourront vivre en tant que résidents et ils auront le droit de vote aux élections législatives, mais pas du tout à la Knesset. Et ceux qui veulent partir seront encouragés financièrement à le faire. Et ça, c'est 1000 fois plus humanitaire que la façon dont nous, Juifs, nous avons été traités dans tous les pays arabes. Voilà. Bon. Donc, s'ils refusent de partir, on fait quoi? C'est une question que je pose. Ils sont résidents. Tous les deux. Ils sont résidents, ils ont le droit de vote aux élections municipales et ils se tiennent à carreau. Et ceux qui font des actes de terrorisme ou de délinquance, tout simplement, ils sont expulsés. Comme ça se fait maintenant en Europe. En Europe, c'est pareil. Les travailleurs immigrés. Non, ils aimeraient le faire en Europe, ils n'y arrivent pas. En France, non, mais en Europe, il y a de plus en plus de mouvements. Ce n'est pas par hasard qu'en Europe, il y a une forte montée des partis de droite et d'extrême droite. On l'a vu en Italie, on l'a vu en Autriche, on va le voir certainement en Allemagne, on va le voir aussi au Canada, puisque Trudeau a donné sa démission il y a 2 jours. Oui. Il va certainement être remplacé par un gouvernement qui va être plutôt Trumpiste. Trump, n'en parlons pas, il a déjà nommé quelqu'un pour renvoyer chez eux tous ces travailleurs immigrés illégaux, dont certains font des actes de délinquance. Donc, si vous voulez, les délinquants n'auront rien à faire chez nous, comme dans aucun pays digne de cette appellation et qui est soucieux de sa sécurité, tout simplement. Tout ça, c'est intéressant sur le papier, c'est une vue de l'esprit, mais la réalité, c'est que, ce que vous décrivez, c'est entendable. C'est un projet politique, il est entendable, c'est le vôtre et je le respecte. Même si je lutterai contre. C'est l'apartheid. Ce que vous décrivez, c'est un état d'apartheid. Vous dites aujourd'hui, mais si, on a des citoyens de zone A et on a des citoyens de zone B. On a des citoyens. Vous savez quoi? Une chose, vous savez qu'on a expérimenté ça. Vous savez qu'on l'a expérimenté sur 300 000 Palestiniens de Jérusalem. Vous savez qu'ils n'ont jamais voté. Non, attends, il faut savoir. C'est ce que vous sortez comme position, on va dire, idéaliste de comment on va pouvoir intégrer les Palestiniens, 5 millions de Palestiniens. Allez, vous savez quoi? Je vous fais une anacha, je vous fais une promo, il n'y a pas de souci. Sur 5 millions, vous réussissez à en faire partir 1000 avec des avantages, vous allez mettre des milliards. Et vous allez envoyer des gens un petit peu partout, ok, super. Maintenant, je vous pose la question. Et même, vous savez quoi? Il y a en Arabie Saoudite, au Koweït, ils vont avoir besoin de main-d'œuvre, alors les Palestiniens vont aller là-bas. Ok. Vous savez quoi? Je vous Besséder. 1 million s'en vont. Je vous pose la question. 4 millions de Palestiniens. Quand vous occupez Gaza et la Cisjordanie, 4 millions, d'accord? Auquel vous dites, ben non, les amis, vous n'avez pas le droit de voter à la Knesset. Vous ne pouvez voter que localement. D'une part, on a expérimenté ça puisque 300 000 Palestiniens de Jérusalem-Est ont la possibilité de voter aux élections municipales, ne le font pas. Et qu'est-ce qui se passe dans Jérusalem-Est? C'est un des foyers du terrorisme les plus importants qu'il y a en Cisjordanie, dans la partie, on va dire, arabe de Jérusalem. Donc, ce que vous dites, sur le papier, c'est beau, mais dans les faits, vous avez 4 millions, 5 millions de personnes que vous appelez des Palestiniens, on s'en fout, que vous allez devoir gérer. Et aujourd'hui, c'est là où, d'une certaine manière, le statu quo, d'une certaine manière, de la droite traditionnelle s'effondre. C'est que, d'une certaine manière, vous n'avez que 2 options. Soit, effectivement, vous prenez le taureau par les cornes et vous dites,
de façon régionale, nous réglons le problème à moyen et long terme pour intégrer les Palestiniens à côté des Juifs et des Israéliens, soit vous dites, comme vous l'avez dit, on veut sous couvert de frontières sûres. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus Pas sûr sous quand on couvert. fait. Pas sous couvert. Les frontières sûres sont indispensables. C'est indispensable, Je mais comprends qu'après le regardez, 7 octobre, vous puissiez prenez l'exemple de l'Europe, prenez l'exemple de employer le l'Allemagne, terme prenez sous l'exemple. couvert. Bon. Mais vous savez quoi, on l'a vu. Ce qu'on devrait tirer comme leçon, c'est que plus de force et encore plus de force et plus de violence et encore plus de technologie, encore plus de force, ne fait que engendrer de la violence et de la force. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, soit vous savez, vous avez raison, soit vous dites, on accepte, c'est une donnée de base. Nous acceptons d'être dans un pays qui est en guerre en permanence. Je demande un droit de Et moi, je ne veux pas, pour mes enfants, être en guerre en permanence. Laissez-moi laisser parler Albert. On va laisser Albert répondre. Je vais dire une chose, c'est que vous reprenez à votre compte, sans aucune vérification, les chiffres faux de l'autorité palestinienne et du Hamas. Les chiffres que vous citez en ce qui concerne la population palestinienne sont totalement faux. Il y a au maximum 800 000 ou 1 million de Palestiniens, entre guillemets le mot palestinien, à Gaza, et peut-être 1,5 million, au maximum 2 millions en Judée-Samarie. On est très, très, très loin des 5 millions dont vous parlez. Et d'autre part, je vous signale que la plupart d'entre eux sont candidats au départ. Aujourd'hui, à Gaza, la plupart des habitants qui peuvent se le permettre payent jusqu'à 10 000 $ des passeurs pour les faire passer en Égypte. Il y a déjà un quartier au Caire où il y a environ 100 000 habitants qui viennent de Gaza. Donc, ils sont partisans, ils veulent partir. Ils veulent plus supporter cette situation parce qu'il n'y a pas d'avenir pour eux. Il n'y a pas du tout d'avenir pour eux. Et par conséquent, d'une part, vos chiffres sont faux. On peut parfaitement intégrer ceux d'entre eux qui voudront rester et qui soutiendront à carreau. Et celui qui ne se tient pas à carreau, si Jérusalem-Est c'est un centre de terrorisme, comme vous l'appelez, eh bien, il faut les expulser, les mettre en prison. Ils n'ont rien à faire parmi nous. Ils n'ont rien à faire parmi nous. Il est grand temps qu'on arrête de supporter que chaque 2 semaines, il y a un attentat terroriste épouvantable comme ça s'est encore passé il y a 2 jours, où il y a 2 dames de 70 ans qui ont été assassinées, plus un policier. Il y en a assez, on ne peut plus supporter ça, c'est terminé. Donc cette population ne peut pas être notre voisine. Ils ont été nourris à la haine depuis leur tendre enfance, c'est absolument incurable. Il faut s'en séparer. Et ceux qui veulent se tenir à carreau et se comporter correctement se tiennent à carreau. Ceux qui ne veulent pas, ils seront encouragés à partir ou expulsés s'ils commettent des actes de délinquance et a fortiori de terrorisme. Il n'y a pas 36 solutions. Albert, vous avez une dernière chose. Votre discours et l'illustration même de ce qu'il dit en 2016, l'illustration absolue. Une dernière chose qui me tient à cœur. N'employez pas, s'il vous plaît, le mot apartheid à la légère. J'étais en Afrique du Sud. J'ai visité ce pays profondément, j'ai étudié son histoire. Je peux vous dire que l'apartheid en Afrique du Sud, c'était quelque chose de totalement différent. Il y avait des plages séparées pour les Blancs et les Noirs, des autobus séparés les Blancs et les Noirs, des écoles séparées, des restaurants séparés. Tout ceci n'existe pas. Baladez-vous dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem, où vous voulez. Il y a des Arabes partout, en veux-tu, en voilà. On est même beaucoup plus libéraux que des pays comme la France. Il n'y a pas d'interdiction de porter le voile comme en France. Il n'y a pas d'interdiction de construire des minarets comme c'est le cas en Suisse. On est beaucoup, beaucoup plus libéraux. Donc, n'employez pas le terme apartheid à la légère. Parce que si vous êtes en train de tout mélanger. C'est une insulte. Si vous respectez, vous mélangez tout. Utilisez le mot apartheid, c'est une insulte au véritable apartheid et aux Noirs d'Afrique du Sud qui ont, eux, souffert d'une manière totalement différente et véritable en Afrique du Sud. Donc, n'employez pas ce mot à la légère. Vous ne faites qu'apporter de l'essence dans le moteur des ennemis d'Israël dans le monde entier. Non, la seule différence là, il faut appeler un chat un chat. Je n'ai pas dit que l'État d'Israël était un État d'apartheid aujourd'hui. Il ne l'est pas. Mais si on va au bout de ce que vous préconisez, nous arrivons, vous l'avez dit vous-même, vous avez vous-même illustré de façon tout à fait extraordinaire ce que vous reprochez à Yair Golan, au propos d'Yair Golan de 2016. Vous dites, ils vont se tenir à carreau. Donc, d'une certaine manière, tout le monde doit se tenir à carreau parce que vous et moi et n'importe quel Arabe de ce pays, et demain, si les Arabes sont intégrés à ce pays, devront respecter la loi. Ok, pas ni votre avis, ni machin, la loi, on est tous égaux devant la loi, ok, ça c'est la première chose, et décider, vous savez, avant, et c'est pour ça que Golan prend cet exemple, avant de penser en Allemagne l'extermination des Juifs, il fallait les faire partir. Aujourd'hui, vous demandez, et d'ailleurs d'une certaine manière, vous dites, bon, on va les faire partir, on va leur faire en sorte qu'ils s'en aillent d'ici.
d'une certaine manière, vous rejoignez, vous êtes l'illustration dans vos propos. Moi, j'ai une chose, il faut qu'on résolve la question. Sur la question des chiffres, je suis désolé, mais moi, les chiffres que je vous donne, c'est les chiffres de l'État d'Israël, c'est pas les chiffres que j'ai glanés à droite à gauche sur Wikipédia. C'est ce Non, que non, dit vous répétez, aujourd'hui. non, vous répétez, vous Non, amenez non, bah aussi, oui, je veux à dire, ce les moment-là, chiffres de on est l'autorité conspirationniste. palestinienne. À ce moment-là, Ce sont l'État des chiffres défend. Mais l'État, complètement c'est le droit faux. depuis des décennies. Et vous pouvez Bon, pas nier qu'ils sont tous candidats au départ. chers Ah, amis, on non, arrive au terme ah, de non, non. on arrive au terme de cette émission. Et je voudrais vous poser la question de base, finalement. Je voulais vous poser la question, mais je ne vais pas le faire parce que ça va être trop long. Est-ce qu'on peut être encore sioniste de gauche? Peut-être que David pourra répondre. Mais finalement, la question que je voudrais vous poser, est-ce que la gauche israélienne est à la croisée des chemins ou va-t-elle terminer son chemin de croix et disparaître? C'est ma dernière question. David? Non, moi, premièrement, j'ai pas de problème. Je crois qu'il y a une chose, parce que parler de gauche, de droite, etc., je crois qu'il y a une chose, et c'est le grand challenge qu'on a. Le Oui, grand challenge qu'on a, premièrement aujourd'hui, autour du mouvement de contestation, autour de la défense de la démocratie, ce que nous mettons en avant, c'est l'attachement à un certain nombre de valeurs juives, de valeurs démocratiques, de valeurs libérales. Aujourd'hui, ce qui est dit, ce qui est défendu, qu'on identifie à la gauche ou à la gauche de centre, c'est la défense des valeurs. La question de la gauche, et pas seulement de la gauche, de tout le personnel politique de l'État d'Israël, personne aujourd'hui n'a un projet pour quel Israël dans 5, 10, 15, 20 ans. Et l'enjeu, c'est pas la gauche ou la droite. L'enjeu, c'est la personnalité, c'est la vision d'un groupe d'hommes qui disent c'est là où on veut aller. C'est exactement là où nous voulons aller, c'est là où nous voulons entraîner l'État d'Israël et avec nous tous les citoyens pour construire, soigner et faire en sorte que ce pays soit un pays d'exception, soit un pays tolérant, soit un pays qui soit la locomotive du Moyen-Orient. Qui aujourd'hui a cette idée? Qu'est-ce qu'on va être en guerre avec tout le monde? Qui aujourd'hui a une vision de l'État d'Israël comme étant la locomotive du Moyen-Orient sur des questions environnementales, sur des questions économiques? Aujourd'hui, personne ne veut dire ça. Et c'est ça qu'il faut dire. La gauche, c'est pas la gauche. La gauche, c'est la capacité à se projeter dans le temps et dire, voilà, c'est là où on va. Et vous savez pourquoi aujourd'hui vous avez des Trump et pourquoi vous avez Marine Le Pen et pourquoi vous avez d'autres? Parce que plus aucun politique n'est capable de dessiner un horizon à qui que ce soit, et encore moins aux citoyens. Vous avez un effondrement de perspectives. La seule chose qui est restée, c'est l'ultralibéralisme, le capitalisme qui est resté l'horizon de toute chose, alors que la gauche est toujours venue avec un projet. Aujourd'hui, elle a été dévoyée en France, notamment, et pas que, mais en l'occurrence, un projet de gauche, c'est dire c'est là où on veut aller, c'est notre perspective, c'est le projet de notre avenir. Et ça, aujourd'hui, à droite comme à gauche, personne ne propose ça. même Yair Golan ne le propose pas? Même Yair Golan? Alors, Yair Golan défend des valeurs, Yair Golan défend un positionnement sur la sécurité, Yair Golan défend d'une certaine manière, comme vous l'avez dit, parce que c'est son côté faucon, défend comment on assure la sécurité, et pas nécessairement dans la guerre, et pas nécessairement dans le fait d'opprimer une population, mais dans le fait d'arriver à apaiser la situation. Ceci étant, ça ne dit rien. Ça ne dit rien, que ce soit Golan ou un autre. Ça ne dit rien, que ce soit Lapid, que ce soit un autre. Ça ne dit rien sur quel État d'Israël je veux pour mes enfants et mes petits-enfants. À quoi va servir cet État? Dans quelle mesure? Alors oui, vous avez effectivement des religieux qui disent on est en train de préparer l'avenue du Messie. Et donc ça, c'est une vision, c'est un projet politique. ok, à mon Aujourd'hui, tour, je pense que là, on n'est pas intéressé par à la mon tour, démocratie, on à veut mon le tour, Messie et on va tout à mettre en mon place pour tour, que le Messie à mon arrive. tour. On va terminer, En ce qui cette concerne, émission l'avenir avec l'avis de la gauche en Israël, avec, voilà. est-ce qu'il peut encore y avoir une gauche sioniste? Moi, je pense qu'il peut encore y avoir une gauche sioniste et je l'espère, puisque la démocratie, c'est aussi l'alternance des pouvoirs. Donc, je pense que c'est bien qu'il y ait une gauche et une droite et que l'un remplace l'autre à la faveur d'élections et que l'autre partie reconnaisse sa défaite quand elle les perd. Mais je crois que la gauche, telle qu'elle est représentée par le parti de Yair Golan, à mon avis, est condamnée parce elle a des positions trop extrémistes. Et puis, comme je l'ai dit au début, elle n'arrivera jamais à attirer le soutien des couches populaires, puisque par l'intermédiaire de la Cour suprême de Bagat et de la conseillère du gouvernement actuel, qui prend des décisions extrêmement impopulaires, par le fait que cette gauche s'est montrée aussi contre la liberté d'expression, qui est une valeur de la gauche, en gênant l'émergence de Arutz Sheva il y a plus longtemps, en voulant interdire Israël Hayom il y a un peu moins longtemps, et en luttant aussi pour l'interdiction de Arutz 14, qui a 1 million
aujourd'hui plus d'un million de téléspectateurs, etc. Elle a aussi appelé, comme je le disais tout à l'heure, à la désertion, même si ce mot fait mal aux oreilles. Non, parce que Et c'est d'une faux. manière générale, si vous voulez, si vous honnête. voulez, la gauche est aussi responsable, puisqu'elle soutient toutes les élites qui nous dirigent. Elle est aussi responsable de tous les monopoles qu'il y a dans l'économie israélienne et qui génèrent la cherté et la vie extrêmement chère qui est en Israël. Et c'est aussi tous ces monopoles, c'est aussi le résultat de ces élites De qui nous 18 ans de Netanyahou qui a qui ont soutenu et pris le entretenu les contrôle de l'économie. monopoles. De quoi vous Et parlez? enfin, pour finir, c'est moi quand même. 20 ans de gouvernement de Netanyahou et vous Et pour attaquez finir, moi, je ne suis aujourd'hui pas pour le Netanyahou. résultat Je ne suis pas de pour Netanyahou. Netanyahou. Attendez, Je ne suis laissez pas pour finir, Netanyahou. J'ai quitté le laissez Likoud il y a finir, bien monsieur longtemps. Lévy. Je suis à droite de Netanyahou. Et par Ah ouais, conséquent, j'avais bien compris. vous pouvez critiquer Netanyahou tant que vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Je suis à sa droite. Je pense même, pour finir mon discours sur l'avenir de la gauche, qu'en réalité, comme l'extrême gauche, qui est aujourd'hui représentée par les démocrates, qui sont encore une fois des ex-Avoda, ex-Parti travailliste et ex-Meretz, je pense plutôt que l'avenir de la gauche, ça peut être soit un parti comme le parti de Benny Gantz, Mamlarti, qui peut éventuellement représenter une gauche sioniste, ou bien même éventuellement le Likoud lui-même, puisque le Likoud est un parti qui n'a de droite que le nom. Il pratique une politique tout à fait de gauche à beaucoup d'égards. En 16 ans de pouvoir, le Likoud n'a pas déclaré la souveraineté israélienne sur le moindre centimètre carré de toute la Judée-Samarie. Pour des gens qui sont comme moi de droite, c'est extrêmement choquant. La Judée-Samarie, c'est le berceau de l'histoire juive. C'est incroyable que même les territoires C et même la plaine du Jourdain, qui est quand même un élément de sécurité évident, le gouvernement n'a pas du tout. Donc, si vous voulez, je pense que soit le parti de Benny Gantz, soit même le Likoud pourrait représenter dans le futur la gauche, et le développement démographique en Israël et l'attachement de plus en plus d'Israéliens à la religion fera que ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême droite deviendra la droite. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la droite likoudienne ou le parti de Benny Gantz sera la gauche. Mais la gauche représentée par les démocrates, je ne vois vraiment pas son avenir. Donc, si je comprends bien, la gauche n'est pas morte, mais elle va se transformer. Et pour David, c'est un peu la même chose, sauf que la gauche, elle existe et elle va se transformer. Au moins, on est d'accord sur le fait que la gauche va se transformer. On peut finir sur ce point d'accord, si vous voulez. Je crois qu'il faut plus s'attacher à la réalité dans laquelle on est et essayer de pas essayer de faire coller une idée qu'on a de la gauche ou pas de la gauche. Il y a une réalité à laquelle on est confronté aujourd'hui, à laquelle on va devoir faire face et trouver des solutions. Albert, c'est clair, ça a été dit. Il représente le courant de l'extrême droite, de Ben Gvir, de Smotrich, qui ont une position et un projet politique qui est clair. Là-dessus, on ne peut pas leur faire le reproche. Après, quelles sont les valeurs humaines qui sont derrière? Je vous laisse enregistrer un certain nombre de discours à la Knesset ou comme le ministre Eliaou qui vous propose d'envoyer une bombe atomique sur Gaza, mais ils ont une vision idéologique qui est claire. Les valeurs, ce sont les valeurs juives, à commencer par les 10 commandements. Non, les valeurs juives, c'est pas. Les valeurs juives, on pourra en parler des heures. On peut pas reprendre le débat, messieurs. Nous sommes les juifs des inventeurs de la morale. Et c'est pour ça qu'on ne se comportera pas envers les musulmans qui habitent à Judée-Samarie et Gaza, on ne se comportera pas envers eux comme les pays ils l'ont fait envers musulmans se sont comportés envers nous. Voilà. Merci Avner Lévy, homme de droite, on l'a bien compris. Merci David Benichai, homme de gauche. J'arrive à la conclusion que merci David, merci la William. gauche n'est pas morte. Elle sera différente, mais elle n'est pas morte, ni pour l'un ni pour l'autre. Merci, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas que si vous voulez écouter cette interview, ce grand débat, même, puisque il s'agit d'un grand débat, mais aussi les autres émissions de Tandem TV, eh bien, abonnez-vous à la chaîne Tandem TV. À bientôt, messieurs. Au revoir.